Ce moment a tourné en boucle dans ma tête bien après mon départ. Le son est revenu en premier. Pas sa voix, bien qu'elle fût assez perçante, mais ce sifflement, ce grésillement rapide et hideux quand le café brûlant a imbibé le coton de ma chemise pour embrasser ma peau nue. On aurait dit le bruit de quelque chose qui grille dans une poêle. Il était 7h12, un mardi matin à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Je m'en souviens parce que je venais de regarder l'horloge au-dessus du micro-ondes, celle qui avançait toujours de 4 minutes. La cuisine sentait le vieux papier et le pain grillé. Le téléphone de Loïc bourdonnait sur la table, vibrant contre le stratifié bon marché comme un insecte piégé. Je m'appelle Jean-Pierre Morel. J'avais 58 ans ce matin-là. J'avais travaillé 30 ans comme électricien de chantier, fier de mon appartenance au syndicat. J'avais câblé des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. J'avais pris une retraite anticipée après une blessure à l'épaule qui n'avait jamais vraiment guéri. Je croyais au fait de payer ses factures à l'heure, de tenir sa parole et de ne pas prendre ce qui ne m'appartenait pas. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans ma propre cuisine à me faire agresser par ma femme. Chantal se tenait près de l'évier, serrant son bol comme une arme. Ses yeux n'étaient pas fous. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Ils étaient éteints, fatigués, déterminés. Jean-Pierre, dit-elle d'un ton trop calme, on en a déjà parlé. Loïc ne leva même pas les yeux. Il était assis à table dans son sweat à capuche, les pouces glissant sur son téléphone, la graisse de son bacon laissant des traces sur l'écran. Les applications clignotaient en rouge, marmonna-t-il, les paiements sont dus aujourd'hui. J'ai posé ma gamelle. Le métal a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai dit non, ai-je dit, je ne mettrai pas ma carte bancaire entre ses mains. C'est là que Chantal a craqué. Tu as la moindre idée de ce qui se passe si sa voiture est saisie, dit-elle. Tu veux qu'il reste coincé ici? C'est ça que tu veux? J'ai ri une fois, sans humour. Cela faisait déjà 3 ans qu'il était coincé ici. Loïc finit par lever les yeux, un demi-sourire étirant sa bouche. Tu as ta pension, dit-il. Tu l'économises pour ta tombe ou quoi? J'ai regardé Chantal, attendant n'importe quoi. Un signe de tête. Un mot pour me défendre. À la place, elle a poussé l'assiette d'œufs froids vers moi. Fais-le, Jean-Pierre, dit-elle. La famille passe avant tout. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. La famille ne jette pas les gens dehors, ai-je dit. La famille ne vide pas les comptes. C'est là que le café a volé. Il a frappé mon épaule gauche et mon torse, a trempé ma chemise, brûlant profondément et rapidement. J'ai eu le souffle coupé. Le bol a rebondi sur mon bras et s'est fracassé sur le carrelage. Les morceaux ont glissé sous la table. J'ai remarqué stupidement que c'était le bol avec notre photo de famille prise lors d'un Noël il y a 10 ans. Nous sourions tous comme si rien ne pouvait jamais aller mal. Donne l'argent ou dégage, a hurlé Chantal. Ma peau me semblait se rétracter, se recroqueviller. Je suis resté là une seconde, assommé, fixant la vapeur qui montait de ma chemise. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine. Je m'en vais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je suis allé au placard du couloir et j'ai pris ma veste, mes clés, mon portefeuille. J'ai atteint l'étagère du haut et j'ai pris le petit coffret verrouillé. J'y gardais mes papiers, les actes de propriété, des choses que je n'avais jamais vraiment confiées à personne. Loïc a ricané, disant qu'il était temps. Je suis sorti dans le froid. L'air de mars a giflé ma chemise mouillée comme une punition. Le givre s'accrochait aux vitres de ma vieille Peugeot. Je me suis assis sur le siège conducteur et j'ai juste respiré. Chaque inspiration me faisait mal là où la brûlure se tendait déjà comme un élastique trop tiré. J'ai conduit directement jusqu'à une maison médicale de garde. L'infirmière a écarté ma chemise et a eu un mouvement de recul. C'est une belle brûlure, dit-elle. Incident domestique? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Vous devriez prendre des photos, ajouta-t-elle doucement. J'ai fixé les dalles du plafond pendant qu'elle pansait mon épaule. Je n'avais jamais pensé que j'aurais besoin de preuves contre ma propre femme, pensais-je, comme si j'étais déjà en train de monter un dossier. Quand je suis revenu à ma voiture, mon téléphone a vibré, une notification de ma banque, demande d'ajout d'un utilisateur autorisé, Loïc Asquin.
Mes mains se sont mises à trembler. J'ai conduit jusqu'au parking d'une boulangerie Paul et je suis resté assis là avec un gobelet d'eau glacée pressé contre ma brûlure. L'odeur du café me soulevait le cœur. J'ai appelé Gérard Mercier, mon vieux pote du syndicat, le gars qui s'était tenu à mes côtés au pot de départ comme aux enterrements. Elle m'a jeté du café dessus, ai-je dit. Il y eut un long silence. Puis Gérard a dit, tu peux venir crécher chez moi. Ce soir-là, allongé sur un vieux fauteuil dans le sous-sol de Gérard, l'épaule lancinante, je repensais à une conversation de l'année précédente. Chantal debout à la table de la cuisine avec une pile de papier. C'est juste pour nous protéger, avait-elle dit. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Je me souvenais avoir signé avec un stylo noir. J'utilisais toujours du noir, mais sur la copie que j'avais vue plus tard, l'encre semblait bleue. J'ai fixé le plafond, écoutant la chaudière se mettre en marche, et j'ai senti la brûlure sous mon bandage me démanger et se raidir. Pour la première fois, j'ai réalisé que le fait d'être mis à la porte n'était peut-être pas la pire chose qui me soit arrivée ce matin-là. La maison était peut-être déjà en train de me glisser entre les mains. Le sous-sol de Gérard sentait le béton humide et la vieille huile de moteur. Le fauteuil grinçait à chaque fois que je bougeais, et mon épaule me rappelait par un tiraillement sec que la brûlure était toujours là, vivante sous le pansement. Le sommeil venait par morceaux. Chaque fois que je m'assoupissais, j'entendais à nouveau ce sifflement, le café frappant ma peau. Gérard était déjà debout quand je suis monté, faisant frire des œufs dans une poêle en fonte comme il le faisait toujours. 61 ans, les genoux foutus, le dos raide, mais bougeant toujours comme un homme qui avait pointé toute sa vie. « Tu as une sale gueule », dit-il en faisant glisser une assiette vers moi. « Je me sens encore pire », répondis-je. Il n'a pas demandé de détails. Gérard savait rester à sa place. Il a juste hoché la tête et a versé du café dans un mug ébréché. Je n'y ai pas touché. Après qu'il soit parti pour son rendez-vous chez le médecin, je me suis assis à la petite table de camping dans le sous-sol et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient alors que je me connectais à mes comptes bancaires. Ce tremblement ne venait pas de la douleur. C'était cette sorte de peur qu'on ne veut pas encore nommer. Les chiffres ne mentaient pas. Il y avait des retraits d'espèces dont je ne me souvenais pas. 300 € par-ci, 4 cents par-là. Des frais accumulés, un abonnement pour une application de paris sportifs dont je n'avais jamais entendu parler, un autre pour un service appelé Express Boost. Tout provenait de ma carte, tout se passait au milieu de la nuit. J'ai cliqué plus profondément. Un microcrédit de 500 €, le nom de Loïc y était attaché, mais avec mon adresse, mon numéro de téléphone, mon historique de crédit. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Il ne voulait pas d'aide. Je pensais qu'il voulait un accès total. Mon téléphone a sonné. Le nom de Chantal a illuminé l'écran. J'ai répondu. « Tu es content maintenant ?» dit-elle sans bonjour ni préambule. « Je suis brûlé, » ai-je dit. « Tu m'as jeté du café dessus. »« Tu m'as provoqué » a-t-elle rétorqué. « Tu as humilié Loïc. »« Il s'est humilié tout seul » ai-je dit, en essayant de me voler. La voix de Loïc a traversé le haut-parleur, forte et tranchante. « Voler ? Tu vis sur le salaire de maman depuis que tu es blessé. » J'ai eu un rire amer. « J'ai payé cette maison pendant 20 ans. »« Tu ne travailles même plus, dit-il. »« Tu sers à quoi ?» Chantal ne l'a pas arrêté. Elle a juste soupiré. « Jean-Pierre, reviens et sois raisonnable. » J'ai fini d'être raisonnable, ai-je dit avant de raccrocher. 1 heure plus tard, j'étais assis en face d'une femme nommée Madame Paulet à l'agence bancaire de l'avenue de la République. Elle portait des lunettes de lecture attachées par une chaîne et avait la voix calme et posée de quelqu'un qui en avait vu d'autres. Elle a écouté sans m'interrompre alors que je déballais tout, la brûlure, l'exigence d'argent, les frais frauduleux. Quand j'ai fini, elle a croisé les mains. « Je vois cela plus souvent que vous ne le pensez, » dit-elle. Surtout avec les clients plus âgés, la pression familiale. Aidez-moi juste pour cette fois. Que dois-je faire ? Ai-je demandé. On verrouille tout, dit-elle. Ce jour-là, elle m'a guidé étape par étape. Alerte à la fraude, nouvelle carte, nouveau mot de passe. Elle a bloqué toute tentative d'ajouter un utilisateur autorisé. Elle m'a aidé à ouvrir un compte courant séparé et à rediriger le versement de ma retraite.
Ce n'est pas abandonner votre famille, dit-elle doucement. C'est vous protéger. Cette phrase m'est restée. Quand j'ai quitté la banque, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mardi matin, le contrôle. Ça n'a pas duré. Dès le soir, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma sœur Linda, 2 gars de l'amicale, un voisin à qui je parlais à peine. Pourquoi tu es parti? Chantal dit que tu l'as abandonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Pierre? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le jeudi après-midi, je suis retourné à la maison pour récupérer des vêtements et mes outils. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fixé l'endroit que j'avais peint, réparé, déneigé et payé. La porte du garage ne s'ouvrait pas. J'ai retapé le code. Rien. Loïc est sorti du jardin latéral, les clés oscillant au bout de son doigt, grimaçant comme s'il m'attendait. Code changé, dit-il. Tu n'habites plus ici. Je viens chercher mes affaires, ai-je dit. Tu as déjà eu ce que tu méritais. J'ai remarqué le véhicule à ce moment-là, un Volkswagen Amarok noir rutilant, sentant encore le neuf, garé pile là où se trouvait ma vieille Peugeot. Loïc s'appuyait dessus comme si c'était un trône. En se tournant, quelque chose dépassait de sa poche arrière, un prospectus brillant, offre d'achat immédiate, vente rapide, sans intermédiaire bancaire. Je suis parti sans un mot de plus. Ce soir-là, Gérard et moi étions assis dans sa cuisine. Il a ouvert 2 bières et m'en a fait glisser une. J'ai fixé la condensation coulant le long de la bouteille. Il est en train de se noyer financièrement, a dit Gérard. Les gars comme lui ne demandent pas de carte de crédit sauf s'ils sont désespérés. Je l'ai élevé, ai-je dit doucement. Depuis qu'il a 15 ans. Je lui ai appris à conduire. J'ai été garant pour son premier prêt. Gérard a secoué la tête. Tu n'as pas élevé un voleur. Tu as fait confiance à un voleur. Le vendredi matin, en passant devant la maison pour aller au cabinet de l'avocate, j'ai vu Loïc dans l'allée parlant à un homme que je ne connaissais pas, en costume gris bon marché, sans cravate. Le gars a tendu un dossier à Loïc. Loïc a hoché la tête rapidement comme un chien attendant une friandise. Je ne savais pas qui était cet homme. Mais je savais une chose, Loïc ne courait plus après ma carte bleue. Il visait quelque chose de plus gros. Et quoi qu'il prépare, il était assez stupide pour croire que je ne le remarquerais pas. Le cabinet de maître Clairefontaine se trouvait au-dessus d'une agence d'assurance fermée sur la rue principale, le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans le remarquer à moins d'avoir besoin d'aide. La cage d'escalier sentait la poussière et le vieux produit pour moquette. Mon épaule lançait à chaque marche, me rappelant que les blessures se moquent de la fierté. Claire avait la soixantaine, les cheveux gris tirés en un chignon serré, des lunettes posées bas sur son nez. Son bureau sentait le papier, le vrai papier, et le tonneur d'imprimante. Pas de posters inspirants, juste des étagères de classeurs et une photo encadrée du tribunal du centre-ville. Racontez-moi tout depuis le début, dit-elle en actionnant son stylo. Ce que je fis. Le café, l'exigence de la carte, Loïc, la banque, le prospectus. Elle n'a pas bronché une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée et a dit, Jean-Pierre, nous allons ralentir tout ça. On ne règle pas la panique par la panique. Elle a étalé mes documents sur le bureau. Acte de propriété, relevé, les papiers du mandat de protection que Chantal avait insisté pour mettre en place après ma blessure à l'épaule. C'est un mandat révocable, dit maître Fontaine. Vous en êtes le mandant. Cela signifie que c'est à vous. Ou du moins, ça l'était. Elle fit glisser une page vers l'avant. Cet amendement, c'est là qu'est le problème. Mon estomac se noie. L'encre n'allait pas. Bleu, pas noir. Je signe toujours en noir, ai-je dit. Elle hocha la tête. Vous seriez surpris de voir à quel point cela compte souvent. Elle désigna la ligne du témoin. Ce témoin, ce n'est pas un notaire. Il n'est pas neutre. Il est lié à Loïc. Mes mâchoires se sont serrées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des preuves d'abus de faiblesse et d'influence indue, dit-elle. Mais ça veut aussi dire que rien n'est automatique. Nous avons besoin de preuves et de patience. La patience n'avait jamais été ma grande qualité. Les travaux d'électricité vous apprenaient à résoudre les problèmes vite, mais ici, il ne s'agissait pas de cuivre et de conduit.
Il s'agissait de papier et de gens. Maître Fontaine exposa le plan, simplement. Premièrement, une procédure de séparation de corps, pas parce que je voulais être libre, mais parce que cela me donnait un statut juridique clair. Deuxièmement, une requête en urgence pour la jouissance exclusive de la maison en citant l'agression et la coercition. Troisièmement, une demande de gel de toute modification de l'acte de propriété jusqu'à ce que le tribunal l'examine. Ce n'est pas une vengeance, dit-elle. C'est une protection. J'ai hoché la tête, bien que ma poitrine me semblât vide. Ce n'est pas un monstre, ai-je dit. Chantal a peur. Elle a peur de finir ruinée. Le regard de Claire s'adoucit une demi-seconde. La peur fait faire de très mauvais calculs aux gens, dit-elle, mais cela n'excuse pas ce qui s'est passé. Gérard m'a aidé à récupérer ce que je pouvais à la maison, légalement, prudemment. Pendant que Chantal et Loïc étaient sortis, nous avons ramassé le courrier dans la boîte qui portait encore mon nom. À l'intérieur d'une boîte de céréales sur l'étagère du garde-manger, j'ai trouvé des lettres pliées avec des tampons rouges, impayés, dernier avis avant poursuite. Elles ne m'étaient pas adressées. De retour au cabinet de Maître Fontaine, je les ai étalées. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête comme un médecin confirmant un diagnostic. Il se noie, dit-elle. Et les gens qui se noient attrapent tout ce qui flotte. Cet après-midi-là, mon téléphone a encore vibré, demande de crédit reçu. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère cette fois, mais de la clarté. Loïc n'était pas imprudent. Il était acculé. Et les hommes acculés font des erreurs publiques. Claire a déposé les requêtes avant la fin de la journée. Alors que je quittais son bureau, elle a dit, « Jean-Pierre, si quelqu'un se présente en prétendant acheter votre maison, appelez-moi. N'engagez pas la discussion. Laissez les papiers parler pour vous. » Ce soir-là, allongé dans le fauteuil de Gérard, ma brûlure me démangeant sous le pansement, je fixais le ventilateur au plafond qui tournait lentement. J'avais passé ma vie à réparer les choses avec mes mains. Maintenant, j'apprenais à me battre avec de l'encre. Et l'encre, je commençais à le comprendre, dure plus longtemps que les bleus. Je n'ai pas vu la scène moi-même. Je l'ai apprise par la voix de Chantal. Une voix haute, paniquée, se brisant au téléphone pendant que je me tenais dans l'allée de Gérard, mes clés à la main, sans savoir s'il fallait monter dans la voiture ou juste m'asseoir sur le trottoir. « Il y a un homme dans la maison, dit-elle. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai fermé les yeux. Quel genre d'homme ? Ai-je demandé. Un étranger. En costume. Il est calme. Trop calme. Sa respiration se saccada. Il dit que je n'ai pas le droit d'être ici. C'était jeudi, 16h40, l'heure où la lumière décline et où tout semble à nu. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Marc Vallet, un administrateur judiciaire agissant sur instruction en attendant la révision du tribunal. Pas de sirène, pas de cri, juste un porte-bloc et une voix qui ne montait pas, peu importe combien Chantal hurlait. « Madame, lui a-t-il dit, je dois vous demander de reculer pendant que je termine l'inventaire. » Chantal m'a dit qu'elle lui avait demandé pour qui il se prenait. « Je représente la propriété, » a dit Marc Vallet, pas les personnes. Loïc a déboulé derrière elle, gonflé comme un coq. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il. C'est notre maison. M. Vallet n'a pas scié. Monsieur, vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, ni nommé dans le mandat, et vous ne figurez pas sur les contrats d'énergie. Veuillez sortir. Cette phrase a fait plus de dégâts que n'importe quelle menace que j'aurais pu proférer. Quand Chantal m'a enfin joint, elle était en sanglots. Tu m'as prise en traître, dit-elle. Tu m'as humilié. Tu m'as jeté du café dessus, ai-je dit doucement, et tu m'as dit de dégager. Il y eut un silence sur la ligne. Je pouvais entendre Loïc en arrière-plan faire les 100 pas en jurant. Tu n'avais pas besoin d'impliquer des étrangers, dit-elle. J'ai regardé mon épaule bandée. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Tu ne les as juste pas appelés par ce nom-là. Après l'appel, Gérard m'a tapé l'épaule. C'est ça le truc avec le papier, dit-il. Ça ne discute pas. Mais les retombées furent rapides. Ma sœur m'a appelé le soir même. Chantal dit que tu as envoyé un gars pour la virer. J'ai envoyé une ordonnance du tribunal, ai-je dit. C'est ta femme, a dit ma sœur.
pas ton ennemi. J'avais envie de hurler. À la place, j'ai fixé une tache d'huile sur l'allée de Gérard et j'ai dit, j'essaie juste de garder un toit sur ma tête. Le vendredi matin, la nouvelle s'était répandue. Au café, à l'église, les gens prenaient parti sans poser de questions. J'ai failli perdre mon sang-froid quand un gars que je connaissais depuis 20 ans a secoué la tête en me croisant, j'aurais jamais cru que tu lui ferais ça. Ce qui m'a fait tenir n'était pas la colère. C'était l'image de Marc Vallet debout dans mon salon, répertoriant les meubles avec un stylo, comme si ce n'était qu'un jeudi de plus. Cet après-midi-là, Loïc m'a laissé un message vocal. Sa voix était fine, tendue à l'extrême. « Tu te crois malin ?» dit-il. « Tu crois que tes papiers te rendent intouchable ? Je vais te ruiner. » Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai transféré le message à Maître Fontaine. Elle m'a répondu par une ligne, « Très bien. Laissez-le continuer à parler. » Le soir, M. Vallet avait terminé l'inventaire. Rien de clinquant, pas de drame, juste de la documentation. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était joint? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être touché? Chantal a envoyé un dernier SMS, « S'il te plaît, arrête. » J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau, nous laisserons le juge décider. Je me suis assis sur le bord du fauteuil de Gérard, écoutant le bourdonnement de la chaudière, la brûlure me démangeant comme elle le faisait toujours quand j'étais anxieux. Pour la première fois depuis mardi matin, j'ai senti le sol se dérober, non pas sous moi, mais sous eux. L'homme en costume n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Les vendredis soirs à la salle des fêtes avaient leur propre rythme. Le même bruit de couverts, la même odeur de friture et de salade, les mêmes hommes s'asseyant prudemment sur des chaises en métal comme si leurs articulations étaient des choses à négocier. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Gérard a dit que rester à l'écart serait pire. Alors j'y suis allé. La pièce est devenue silencieuse de cette façon dont les gens prétendent qu'elle ne l'est pas. Pas un silence total, juste une atmosphère plus pesante. Les conversations s'interrompaient, les regards glissaient trop vite sur moi. J'ai pris un plateau et j'ai fait la queue. La brûlure sous ma chemise me démangeait, la peau toujours tendue comme pour me rappeler de ne pas oublier. « Jean-Pierre » dit quelqu'un. Un demi-sourire, un hochement de tête, puis un chuchotement derrière moi. « C'est lui ? Il est parti, non ? » J'ai entendu dire qu'elle avait peur. J'ai gardé les yeux fixés sur mon assiette. À une table dans un coin, Chantal était assise, rigide, les mains serrées autour d'un gobelet en carton. Loïc se prélassait à côté d'elle dans une veste neuve, le bras posé sur le dossier de la chaise comme s'il possédait l'endroit. Quand il m'a vu, sa bouche s'est courbée juste assez. Gérard s'est penché. « Ne mords pas, murmura-t-il. Laisse-le parler. » J'ai mangé en silence. La nourriture avait un goût de carton. Chaque coup de fourchette semblait trop bruyant. À la moitié du repas, Chantal s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle portait. « Je veux juste que les gens sachent, dit-elle, que je n'ai rien demandé de tout ça. » Mon estomac s'est noué. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'en avait pas besoin. Loïc a enchaîné avec assurance. Jean-Pierre est confus, dit-il. Il a subi beaucoup de stress. Nous essayons juste de l'aider. Quelques têtes ont hoché la tête. J'ai senti mes mains se serrer en poing sous la table. La voix de Maître Fontaine a résonné dans ma tête, reste sur les faits. Après le dîner, dehors, sous les néons jaunâtres qui grésillaient, un homme que je connaissais à peine s'est approché de Gérard. « J'ai vu Loïc la semaine dernière, dit-il doucement. Avec un type qui parlait vite, il y avait des papiers. » Les sourcils de Gérard se sont levés. Il m'a lancé un regard. C'était la première fissure. Le lundi matin est arrivé, froid et gris. Le tribunal sentait le vieux bois et le désinfectant. J'étais assis sur un banc en bois dur, les mains croisées, le cœur battant lentement et lourdement. Loïc est entré vêtu d'un costume bleu marine bon marché. La manche avait encore une étiquette coincée sous le poignet. Quand il a essayé de s'appuyer contre le mur, un huissier s'est raclé la gorge. « M. Asquin, dit l'homme, tenez-vous droit. » Loïc a rougi. Il a marmonné. Chantal évitait mon regard. À l'intérieur de la salle d'audience, Claire a parlé sobrement.
Pas de théâtralité, juste les faits. Les photos de la brûlure, les relevés bancaires, l'amendement frauduleux, le témoignage du voisin, l'inventaire de M. Vallet. Loïc a essayé d'interrompre une fois. La juge a levé la main. Monsieur, dit-elle, vous aurez votre tour. Il ne l'a jamais vraiment eu. Quand ce fut fini, Chantal s'est effondrée dans le couloir. Je ne pensais pas que ça irait si loin, sanglota-t-elle. Il a dit que ce serait temporaire. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait petite, vieille. Je t'ai demandé d'arrêter, ai-je dit. Tu m'as dit de partir. Elle a tendu la main vers mon bras, puis s'est figée en voyant le pansement. Son visage s'est décomposé. Je suis désolé, murmura-t-elle. J'ai reculé d'un pas. Certaines excuses arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Alors que Loïc était emmené pour régler une autre affaire, des amendes impayées et des mandats de justice, les gens regardaient. Pas lui. Moi. Dehors, Gérard a posé une main sur mon épaule. Tu as tenu bon, dit-il. C'est comme ça qu'on gagne. J'ai hoché la tête, regardant Chantal disparaître seule en descendant les marches. Les gens de l'amicale parleraient. Ils parlaient toujours. Mais maintenant, ils avaient toute l'histoire. La salle d'audience s'est vidée comme on se vide après une tempête, bruit de chaises, froissement de papier, voix basse et incertaine. Je suis resté assis un moment, les mains croisées, laissant ma respiration ralentir. Mon épaule me démangeait sous le bandage, un rappel sourd que la douleur ne s'en va pas juste parce que les cris s'arrêtent. Claire s'est penchée vers moi. C'est fini, dit-elle. Du moins la partie qui compte. Les ordonnances de la juge étaient assez claires. L'amendement de l'acte de propriété était gelé. La tentative de vendre la maison n'avait mené nulle part. Loïc avait interdiction d'approcher la propriété et de me contacter. Toute autre manigance financière le plongerait dans des ennuis bien plus graves que de simples amendes. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, juste de l'encre. Alors que les gens passaient devant moi, je sentais des regards curieux, prudents, se recalibrant. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté à la fête de quartier me faisaient maintenant des signes de tête rapides et gênés, comme si elles m'avaient croisé dans un rayon de supermarché sans savoir quoi dire. Chantal attendait près des portes. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses épaules étaient voûtées, ses mains tordaient un mouchoir jusqu'à le déchirer. Quand nos regards se sont croisés, elle a dégluti. « Jean-Pierre, dit-elle. » Je me suis approché. De près, je pouvais voir les rides au coin de sa bouche, celles qui se creusaient quand elle s'inquiétait. Je me souvenais des matins où ces rides signifiaient qu'elle pensait aux factures ou à la santé de sa mère. Je me souvenais l'avoir aimé pour cela. Pour sa façon de porter les fardeaux en silence. Je ne pensais pas qu'il essaierait de la vendre, dit-elle. Il m'a dit que c'était juste de la paperasse pour gagner du temps. J'ai hoché la tête. Le temps coûte cher, ai-je dit, et il dépensait le mien. Elle a jeté un regard à mon épaule. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, j'entendais encore le sifflement, le bol se brisant, les mots qui avaient suivi. Je te crois, ai-je fini par dire. Mais te croire ne répare pas ce qui s'est passé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a tendu la main, puis l'a laissée retomber. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? La question est restée suspendue entre nous comme de la fumée. Je ne sais pas, ai-je dit. Pour l'instant, j'ai besoin de calme. Elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Nous sommes restés là une seconde de plus, puis elle s'est détournée et a descendu les marches seule. Gérard m'attendait dehors, les mains dans les poches de sa veste. Un café? Demanda-t-il avec un demi-sourire. Pas aujourd'hui, répondis-je. Nous sommes rentrés à la maison en silence. La rue semblait la même. Des arbres nus, des trottoirs fissurés, un panier de baskets sans filet. Quand j'ai déverrouillé la porte, l'odeur à l'intérieur m'a arrêté, la vieille moquette, le nettoyant au citron et, légèrement, le café. Les étiquettes d'inventaire de M. Vallet étaient parties. Les pièces semblaient plus grandes sans le bruit de Loïc pour les remplir. J'ai traversé la maison lentement, touchant le dossier d'une chaise, le bord du comptoir. Dans la cuisine, le bol cassé avait disparu.
À sa place se trouvait un bol blanc tout simple, propre et vide. Je suis resté là longtemps. Ce soir-là, j'ai dormi dans mon propre lit. Le matelas a grincé comme d'habitude. Le ventilateur au plafond cliquetait sur sa position la plus basse. Quand je me suis tourné sur le côté, mon épaule a tiré puis s'est apaisée. Le matin, je suis allé au bistrot du coin. Même table, même serveuse. Elle a posé une assiette d'œufs et de toast et a dit « Sale semaine, hein ?» J'ai eu un petit sourire. On peut dire ça. Un homme de l'amicale s'est arrêté à ma table. Puis un autre. Pas de discours, juste des signes de tête. Une main sur l'épaule. De la reconnaissance. Cela comptait plus que la victoire. Je ne vous dirai pas que tout s'est arrangé. Ce n'est pas le cas. Le papier peut protéger une maison, mais il ne peut pas reconstruire la confiance. Certaines nuits, le silence semble trop vaste. Certains matins, je tressaille encore en sentant l'odeur du café qui infuse. Mais j'ai appris quelque chose à 58 ans que j'aurais aimé apprendre plus tôt, l'amour n'a pas le droit de vous coûter votre dignité. La famille n'a pas le droit de vider vos comptes et d'appeler ça de l'aide. Et quand les mots échouent, le papier lent, ennuyeux et honnête peut dire la vérité haut et fort. Si vous m'écoutez et que vous avez déjà dû partir pour vous sauver, sachez ceci, vous n'êtes pas faible de choisir la sécurité plutôt que le silence. Vous n'êtes pas cruel de tracer une limite. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de dire non, et de s'y tenir.